Bonsoir à tous. Merci d'être, venus très nombreux. Alors très nombreux, je dis parce que vous êtes une centaine d'inscrits, ce soir. On va parler de culture d'entreprise, donc un sujet dont on parle pas assez. En tout cas, c'est ce qui nous a amenés à en parler ce soir. On parle beaucoup de marque employeur, on parle beaucoup, d'attirer les talents, de garder les talents. On parle de valeurs, mais parfois de manière, assez désincarnée. Et donc ce sujet de la culture d'entreprise, on trouvait très intéressant de le rendre justement visible, parce qu'il est souvent, invisible, pas perçu, pas constant. Et c'est le sujet donc qu'on va vous partager ce soir. Alors, il est 17h01, on sait que les gens prennent toujours un peu de temps à se connecter, donc je vais d'abord, avant de commencer, vous parler un petit peu de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez, ce soir. Donc on utilise la plateforme Livestorm pour, ce direct. Plus tard, le replay sera accessible depuis cette plateforme et encore un peu plus tard, on le republiera, sur YouTube. Mais pour vous parler un peu de l'interface, donc en bas à droite, vous avez un onglet chat que vous pouvez utiliser pour souhaiter, voilà, pour dire bonjour. Ayman nous dit bonjour, donc bonjour à Ayman, bonjour, Mathieu, bonjour, voilà, je vois des gens qui sont en train de taper. Bonjour à tous. Merci pour votre présence si nombreux. Donc n'hésitez pas à utiliser ce chat, pour, échanger, à chaud sur ce qui se dit. Si vous avez des questions, il faut aller juste un petit peu à gauche, donc à gauche du chat, vous avez un onglet questions que vous pouvez utiliser, pour, dire, la question que vous souhaitez poser à nos intervenantes ce soir. On la reprendra à la fin. Voilà, il y aura une partie présentation sur la culture d'entreprise et on reprendra vos questions, dès qu'on a terminé, une par une et nos intervenants vous répondront. Voilà, je vous passe les autres onglets, il y aura un petit sondage sur une partie interactive, sur ce webinaire, hein. L'idée, c'est aussi de vous impliquer, que vous aussi vous puissiez, participer, nous donner vos retours d'expérience. Donc on utilisera cette fonctionnalité dans la soirée. Voilà, on commence doucement. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Bienvenue à tous ceux qui arrivaient. Donc, pour commencer, le temps que vous rejoigniez, je vais quand même vous présenter Proevolution. J'ai juste un écho, Philippe. Si tu peux juste couper le micro quand je parle parce qu'il y a de l'écho. Voilà, parfait, super. Je te redonnerai la parole après. Voilà, donc pour vous présenter, Proevolution, si vous ne nous connaissez pas encore, on est un cabinet de conseil RH qui sommes spécialisés sur différents métiers, hein, dans l'accompagnement RH 360. Donc ça part du recrutement, trouver vos talents, de demain. On est notamment sur la partie executive search, expert technique, manager, cadre dirigeant, et d'autres besoins plus précis, hein, plutôt CSP+. Mais on accompagne aussi et donc Laurent vous en parlera, hein, donc dans la transition de carrière et conseil, hein, que ce soit effectivement au niveau individuel ou collectif, on est capable, de gérer l'accompagnement au changement. Le management de transition, je sais que vous êtes, des nombreux managers de transition, à nous suivre nos webinaires et je reconnais certains noms d'entre vous. Voilà, donc la partie, on va dire, plus interim management pour des missions courtes, mais des missions non moins importantes, déterminantes, que ce soit du management relais, de l'acquisition fusion ou des situations plus difficiles. On est en capacité de vous trouver des managers de transition, ou de placer des managers de transition pour les entreprises qui en ont besoin. Et enfin, la partie digitale, on est aussi capable d'accompagner sur la transformation digitale des entreprises, tout en laissant l'humain au cœur, du, process, parce que le but, c'est pas de devenir, dépendant des outils, c'est bien les outils qui sont au service de l'humain. Donc on est aussi là pour aider, hein, non pas à vous dire quel outil utiliser, mais dans vos process, à garder l'humain au cœur de l'expérience. Quelques chiffres très rapidement, on va tout doucement vers nos 40 ans d'existence, hein, puisqu'on a été créé en 1988. On a une vingtaine de collaborateurs. Une spécialité chez nous, c'est l'axe franco-germanique et je dirais de manière générale le transfrontalier. On travaille également avec l'Espagne, la Suisse, l'Italie et bien d'autres. Reconnu par nos candidats par le label Happy Candidate, reconnu aussi pour tout ce qui est formation par le certification Calliope. Cabinet situé en Alsace, mais présent un peu partout en France et dans le transfrontalier, comme je vous le disais tout à l'heure. Une petite photo des équipes, voilà, la vingtaine de collaborateurs que vous voyez, dont Laurent, et moi-même que voilà, donc Laurent qui va intervenir, juste après, je le représenterai. Et justement, voilà, après cette introduction et puisque vous êtes un peu plus à être connectés, je vais donc revenir sur le sujet, qu'on a choisi ce soir. Alors ce sujet, on évoquait, voilà, le mois dernier, on était sur l'international. Et on parlait avec Laurent, Laurent qui nous a rejoint donc en septembre dernier. On se dit: «Qu'est-ce qu'on pourra mettre en avant? Quels sujets peuvent intéresser les gens?» Et on a regardé un peu tout ce qui était à la mode, hein, effectivement, tout ce qui est, marque employeur, tout ce qui est, crise, comment traverser les crises, comment répondre aux attentes des candidats sur les crises. Et on s'est dit, en fait, en réfléchissant, on a vu que le côté culture d'entreprise, il était là à tout moment
mais sans vraiment être cité. Il y a quand même très peu de médias RH qui en parlent en ce moment, alors que, bah, c'est elle et c'est ce qu'on va voir ce soir, qui va vraiment, piloter tout, donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis le titre «Le facteur invisible» qui détermine tout et bah, c'est ce qu'on va vous expliquer ou plus précisément ce que vont vous expliquer, ce soir Philippe et Laurent. Donc Philippe, voilà, qu'on a l'honneur de Voilà, d'accueillir, on a ce l'honneur soir. Alors d'accueillir attends, ce coupe encore soir. le micro parce que je Coupe m'entends encore le encore en micro. écho. Dès que j'ai fini, je te laisserai, reprendre. Voilà, donc Philippe qui est donc coach, professionnel certifié, se présentera plus en détail et le premier échange qu'on a eu, il a parlé de culture avec, bah, une forte passion que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants. Et Laurent, je vous disais qu'il nous a rejoint en septembre dernier, donc qui a pris la direction du, département transition de carrière et conseil de Proévolution, donc qui a pris la continuité de Michel, hein, pour ceux qui ont connu, donc Michel Klingler qu'on salue, qui peut-être nous regarde ou qui nous regardera en replay et qui Replay. profite de sa retraite. Voilà. Donc, sans plus attendre, attaquons le sujet, la culture d'entreprise et Laurent, je vais te laisser la parole. Merci Xavier. Donc, juste rappeler aussi à Donc ce juste stade rappeler que aussi à ce le stade que département en le question département de notre transition de de carrière et notre conseil, transition de carrière et conseil. Je Philippe. coupe juste, Philippe, il y a de Juste, l'écho. il y Il a faudra de vraiment que tu l'écho. mettes que le micro quand tu parles. Voilà, désolé, mais Voilà. bon, c'est Donc, bon, le merci. département transition de carrière et conseil, en fait, a deux lignes d'activité. L'une, c'est l'accompagnement des transitions collectives, nommément les licenciements collectifs. Et l'autre, c'est le département conseil, dans lequel on va retrouver des activités comme les assessments, les bilans de carrière, le coaching, la formation et j'en passe. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontré avec Philippe et qu'on a discuté, je pense, à bâton rompu de plusieurs thèmes, dont celui de la culture d'entreprise. Et on a dit, il y a quelque chose de magique dans la culture d'entreprise. Et Philippe, tu vas introduire ça. Mais il y a un élément magique à partir d'un certain moment. Et c'est là que c'est dans ce creuset en fait que tout se passe. Et on a tendance à l'ignorer parce on ne la voit pas, on la vit, on se laisse porter, on en souffre et on la tire et on l'étire et on la pousse et on fait et en fin de compte, ce côté magique, il faut le retrouver, il faut arriver à le décoder, à le comprendre, parce qu'une fois qu'on est dedans, bah, on ne le voit plus. Philippe, je te donne la parole, tu as les mots pour le faire et je pense que ton chemin est bien structuré. Bien structuré. Merci Laurent et merci Xavier. Un poisson ne voit pas l'eau dans laquelle il nage. Et dans vos entreprises, c'est exactement la même chose. Alors bonjour à toutes et à tous. Je remercie Laurent, Xavier Noël et Proévolution de leur invitation. Et je vous propose cette fin d'après-midi d'explorer ensemble quelque chose de fondamental, ce qui, dans votre entreprise, influence les comportements sans que vous en ayez toujours conscience. Donc, je m'appelle Philippe Guns, je suis coach certifié en entreprise. J'ai été chef d'entreprise pendant 20 ans précédemment et j'interviens aujourd'hui dans les entreprises pour coacher les dirigeants, les équipes et faire également des diverses formations. Alors, je voulais vous partager l'exemple en introduction d'un dirigeant que j'accompagnais, une entreprise de service, environ 200 personnes, des équipes compétentes, un marché assez porteur et pourtant des tensions partout. Le dirigeant me disait, je ne comprends pas, on a tout mis en place, les process, les outils, mais ça ne fonctionne pas toujours très bien. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai demandé, comment ça se passe chez vous quand quelqu'un n'est pas d'accord en réunion? Il m'a regardé, il a souri, et puis il m'a dit, ici, on ne se contredit pas, et moi, Monsieur Guns, je ne crois que ce que je vois. À ce moment-là, tout était dit. Le problème n'était pas les outils, le problème n'était pas forcément les compétences, le problème, c'était leur culture. Et pour bien comprendre tout cela, je vous propose de commencer très simplement en vous parlant de culture. Ici, entre vous, euh, chacun a sa propre manière, on a tous notre propre manière de voir le monde. Vous avez vos repères, vous avez vos habitudes, vous avez vos croyances. Cependant, dès que vous mettez plusieurs personnes ensemble, il va se passer quelque chose de très intéressant. Un cadre commun va se créer. Je vous donne un exemple très simple. Vous arrivez dans votre nouvelle entreprise, le premier jour, personne ne va vous donner un manuel sur comment se comporter, entre guillemets, malgré Mhm. les modules d'onboarding. Comment se comporter, en règle générale, c'est marqué nulle part. Et pourtant, en quelques jours, vous comprendrez comment parler, vous saurez à qui dire les choses,
Vous saurez ce qu'il vaut mieux éviter. Autrement dit, vous apprenez la culture, et cela même sans qu'on vous l'enseigne. La culture, c'est ce cadre invisible qui régule les comportements. Je vous propose une métaphore. Imaginez un aquarium, des poissons, des interactions entre eux, des mouvements, des rochers, des algues, etc. Chaque poisson pense qu'il agit librement, entre guillemets. Mais en réalité, c'est l'eau qui influence tout. Eh bien, dans une organisation de votre entreprise, les collaborateurs, c'est les poissons, et la culture, c'est l'eau. Et comme les poissons, on ne voit plus l'eau. Mais Philippe, cette eau, elle n'est pas très structurée. Comment est-ce qu'elle peut être structurante et structurée quand on parle de l'entreprise? Alors effectivement, Laurent, elle est structurée, tu le dis bien, et elle repose sur 3 éléments. Mais avant de les aborder, je vous propose un rapide voyage vers 2 outils qui vous permettront réellement de décoder la dynamique et les relations qui se jouent en sourdine et de façon invisible à l'intérieur de cette fameuse culture d'entreprise. Les, les 2 outils que je vous propose d'aller voir rapidement, alors il ne s'agit pas de vous faire un cours entre guillemets hein, et de vous embêter avec trop de détails, mais vous verrez, c'est vraiment important et ça va être un outil formidable que vous pourrez sortir de vos petites boîtes à outils pour décoder les choses. Donc, les 2 apports sont relatifs à Eric Berne, hein, un psy des années 60-70, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, entre autres. Et donc, il a travaillé sur 2 choses. Moi, les 2 outils que je vous propose de voir, mais très rapidement, juste comme outil sous-marin, c'est la théorie organisationnelle, d'une part, et un des éléments de l'analyse transactionnelle, parce qu'il y en a énormément. Alors, le premier outil que Xavier va vous mettre à l'écran, en fait, va vous permettre de décoder, merci Xavier, les 4 piliers de cette théorie organisationnelle. Alors, je vous laisse les découvrir. Voilà. Donc, le premier, c'est le leadership. Je ne détaille pas, simplement, il y a 3 choses à l'intérieur du leadership, donc les décideurs, les décisions, les aides à la décision. En fait, c'est une vue structurale hein, de ce que je vous partage là. Le deuxième pilier que vous allez découvrir, merci Xavier, ce sont les membres. Donc, à l'intérieur de ce pilier des membres, vous avez les personnes, les compétences, les imagos. L'imago, très rapidement, c'est la carte mentale que nous nous faisons d'un groupe auquel nous appartenons. Je ne détaille pas plus, ça nécessiterait un webinaire en soi. Pourquoi pas, c'est une idée. Le troisième pilier, merci Xavier, c'est le travail. Et dans le travail, vous avez l'activité et la production, les processus et toute l'énergie, hein, donc le temps de travail aussi, qui est détaillé. Et le quatrième, et ça touche notre sujet d'aujourd'hui, donc le quatrième pilier, c'est le canon. Le canon au sens canon du droit romain, canon de la beauté, autrement dit, les règles. Hein. Aujourd'hui, on n'utilise plus tellement ce mot-là, mais vous le connaissez bien sûr. Et à l'intérieur du canon, vous avez 3 éléments à nouveau. Je te remercie Xavier. Voilà. Le premier sont les cadres et les règles. Le second, que vous allez découvrir, l'organisation et les moyens. Et le troisième, et c'est là qu'on touche le sujet de notre webinaire, c'est bien sûr la culture. Donc, vous voyez que la culture, pourquoi est-ce que j'ai souhaité vous partager ça? C'est qu'elle est nichée dans un ensemble, dans une structure qui existe, qui a été bien documentée, et ce n'est pas quelque chose de fumeux qui serait insaisissable et où chacun mettrait un petit peu sa sauce. Pas du tout. C'est très structuré. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent dans l'entreprise, hein, du management à la direction, sans les accabler. Il y a beaucoup de méconnaissances sur cet ensemble. Eh bien, il est niché là. Hein, il est niché dans l'ensemble des règles. Donc ça, c'est une première chose à avoir en tête. Et le deuxième outil, donc merci à Xavier. Le deuxième outil, voilà. Alors, effectivement, un exemple d'incohérence, on reprend juste les quatre piliers. Donc, je vous ai mis là un exemple où ces piliers pourraient être inégaux avec une certaine défaillance, entre guillemets. Vous voyez que le leadership et le travail sont relativement forts, mais le canon et les membres le sont moins. Ça peut être l'exemple imagé d'une entreprise où soit les règles sont plus ou moins inexistantes,
où le volume de ces règles est relativement faible eu égard à la nature de l'activité, mais ça peut être également une entreprise où les règles sont bien établies, suffisantes, mais par contre où il y a une tolérance énorme quant à leur application. Autrement dit, elles ne sont pas appliquées, ou mal ou peu. Vous voyez, en tous les cas, ça provoquera un terme ou ça risque de provoquer des dysfonctionnements. Donc ça, c'est un exemple de la traduction de ces différents piliers. Je te remercie, Xavier, pour la suivante. Et la suivante, en fait, je vais vous parler du deuxième outil, et après, on reviendra sur notre culture. Le deuxième outil, c'est le fameux état, les fameux états du moi d'Eric Berne, où Berne investigue en fait et nous explique qu'on a 3 états dans lesquels nous naviguons tout au long de notre journée, de notre semaine, de notre mois et en fait de notre vie. Donc, quand nous interagissons avec quelqu'un, très fréquemment, nous promenons dans différents états. Donc, le premier, c'est l'état parent. Le deuxième, c'est l'état adulte. Et le troisième, c'est l'état enfant. Donc ça, c'est chez une personne. Donc, par exemple, je me cite moi-même. Et quand je vais parler à quelqu'un, donc vous allez retrouver en face le même schéma. Alors, le parent et l'enfant sont subdivisés, mais aujourd'hui, on ne rentrera pas dans ces 4 subdivisions pour gagner du temps. Ce qu'il faut que vous reteniez, si je peux me permettre, c'est voilà, la même chose en face chez notre interlocuteur. Et il va se passer quoi? Les fameuses transactions, d'où le titre analyse transactionnelle. Donc, quand les gens se parlent, par exemple, d'en haut à gauche, je parle de mon parent, par exemple, le parent normatif, je vais rappeler la règle. Je suis manager dans l'entreprise et je vais rappeler, par exemple, la règle à quelqu'un, une règle de fonctionnement. Voilà, c'est de la norme. Et en faisant ça, automatiquement, j'adresse l'état enfant de mon interlocuteur. Ça, Berne l'a démontré et l'a bien documenté. Et en retour, la personne qui est donc réceptive dans cet état enfant, effectivement, me répond et va, en règle générale, répondre aux parents parce qu'il est dans cet état enfant. Et ça génère donc des transactions qu'on appelle soit parallèles, soit complémentaires, selon qu'elles sont plus ou moins nourricières. Donc, c'est ce que Berne a démontré. Vous verrez que je vais m'en servir tout à l'heure par rapport à la culture. Et la troisième ou dernière chose concernant ces transactions, c'est que vous pouvez également avoir la personne en état enfant, en bas à droite. Donc, merci Xavier pour la slide suivante, qui va répondre, mais sans être dans son état enfant, elle va monter dans son adulte et elle va adresser l'adulte de l'autre. Et là, on est dans un espèce de rapport, c'est pas égalitaire, c'est pas bon, mais si vous voulez, on sort des schémas préétablis de l'action-réaction, on prend conscience de certaines choses, on monte dans son adulte et on parle à l'adulte de l'autre. Et en fait, on traite les choses de manière beaucoup plus consciente et de manière dépassionnée. Donc voilà ce que Berne nous explique. Donc j'ai souhaité vous partager ça parce que vous allez voir, c'est extrêmement puissant dans la compréhension des mécanismes qui régissent la culture d'entreprise. Et ça, personne ne nous le dit. Or, c'est ça qui structure la façon dont on se parle. Pas ce qu'on se dit, mais comment on se le dit. Donc, je vous laisse découvrir peut-être la suite, Xavier, en te remerciant. Donc là, on va rentrer dans la relation de la culture versus ou avec les états du moi. Et vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Donc, je vous propose cette grille de lecture en vous parlant d'abord du parent du groupe. Donc là, merci Xavier pour le premier, voilà, pour l'étiquette. Non, d'abord l'étiquette, oui, tout simplement. Donc l'étiquette, en fait, c'est... Ah oui, non, tu as raison, il fallait le faire pour que la flèche apparaisse. Voilà, qu'elle apparaisse. Oui, c'est ce que... Tout à fait. Merci beaucoup. L'étiquette, en fait, je vous propose de comprendre cette partie de la culture. Donc, vous avez compris, la culture, c'est sous-structuré en 3 éléments, l'étiquette, la technique, le caractère. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'étiquette, par rapport à mon outil que je vous partageais, donc d'analyse transactionnelle, des états du moi, eh bien, tout simplement, c'est le parent du groupe. Je vais vous raconter une petite scène pour illustrer cette chose-là. Une réunion de direction dans une société, une dizaine de personnes autour de la table, et puis un manager ou un directeur commence à dire « Ah, ben, je ne suis pas sûr que c'est… » Un manager plutôt, pas un collaborateur, « Je ne suis pas sûr que cette décision soit la bonne. » Et puis, il ne termine pas sa phrase. Il y a un silence qui s'impose, le dirigeant le regarde, et puis sans rien dire. Et immédiatement, la personne se corrige, il dit « Enfin, j'aimerais dire qu'on peut ajuster, etc. » Il bafouille un peu. Personne ici n'a dit on ne contredit pas le dirigeant, mais tout le monde le sait.
Ça, c'est l'étiquette. Vous voyez? Des règles implicites, les codes d'un groupe, ce qu'il faut faire pour être accepté. Dans certaines entreprises, il faut être rapide, dans d'autres, il faut être prudent, dans certaines, il faut être visible, dans d'autres, il faut être discret. Eh ben, en analyse transactionnelle, c'est le parent du groupe. Mais Philippe, une entreprise, ce ne sont pas que des règles. Il y a aussi la façon d'agir, de vivre. Oui, effectivement, tout à fait. Ce ne sont pas que des règles, c'est aussi une manière d'agir, hein, comme tu le dis, Laurent. Et c'est là qu'on arrive à la partie adulte du groupe, c'est-à-dire la technique. Donc, comme on l'a vu précédemment, l'adulte, si vous voulez, c'est la traduction de cet aspect technique. Alors, je repense à 2 entreprises que j'ai accompagnées, à peu près même secteur, même taille. Dans la première, tout était structuré, il y avait des procédures claires, des indicateurs précis. Dans la seconde, beaucoup d'intuition, peu de formalisation, des décisions rapides. Les 2 fonctionnaient, mais pas du tout de la même manière. Ça, c'est la culture technique. Comment on travaille, comment on décide, comment on s'organise. En analyse transactionnelle, c'est l'adulte du groupe. Ok. Ça vous parle? Je ne vous entends pas, mais j'imagine, hein. Alors, en transition, je vous propose de voir maintenant le 3e point de cette structure, qui souvent est le plus négligé. Donc effectivement, et merci à Xavier, c'est le rapport caractère-enfant, hein, toujours en se référant aux états du moi. Et pour illustrer ça, je vais vous poser une question, tout simplement. Dans votre entreprise, a-t-on le droit de se tromper? Je On me va poser la souviens, question. tu la poses, Xavier, c'est ça? Normalement, vous la voyez à l'écran et vous pouvez vous-même vous poser la question. C'est que chez vous, dans votre entreprise, vous avez le droit ou pas de vous tromper? Oui, non. Ok, merci beaucoup. J'essaye bien de couper mon micro à chaque fois que tu parles. On a fait le choix de ne pas prendre de casque de mon côté et du coup, j'ai un micro pro qui m'oblige de couper et de le remettre, mais je vais essayer de jongler, hein. Voilà. Oui, je voulais vous partager un souvenir d'une équipe où, malheureusement, j'allais dire, chaque erreur était immédiatement pointée. Résultat, plus personne ne prenait l'initiative, chacun sécurisait au maximum, innovation proche de zéro. À l'inverse, dans une autre organisation, il y avait du droit à l'essai, du droit à l'erreur et même de l'humour qui était présent. Résultat, de la créativité, de l'engagement, du mouvement. Eh bien, le caractère, au sens que vous voyez à l'écran, c'est la soupape du système. Et en analyse transactionnelle, c'est l'enfant du groupe. Le caractère, si vous vous référez aux règles, c'est la marge de manœuvre non dite que le groupe accorde à une règle. Vous voyez, arriver plus ou moins en retard à une réunion ou non. Dans certaines sociétés, vous pouvez arriver 1 ou 2 minutes en retard à une réunion et personne ne vous en tiendra Rigueur. grief. D'autres, si vous n'êtes pas là 5 minutes à l'avance, ou en tout cas à l'heure pile, ça, ce sera une catastrophe. Eh bien, le caractère, c'est ça. C'est la dérogation, pas forcément exprimée, d'ailleurs, très souvent, elle ne l'est pas du tout, mais que le groupe s'accorde pour jouer avec les règles. Et c'est donc l'enfant du groupe. Et Philippe, une question, qui influence tout ça en fait? Ou comment ça se joue? Oui, c'est une bonne question. Alors, je pense que je vais être direct, en tout cas, oui. Je pense, issu de mon expérience, hein, ce n'est pas un jugement exhaustif, la culture d'une entreprise est très souvent, pour moi, le reflet de son dirigeant. Pas uniquement, mais fortement. Pour illustrer, je pense à un dirigeant que je connais qui est très exigeant, très orienté performance. Dans son entreprise, il faut de l'excellence partout. Mais il y a une peur de l'erreur et il y a de fait une tension permanente. Donc, sans qu'il le veuille, il a façonné cette culture.
Et je vous donne un autre exemple, toujours en gardant la confidentialité. Une dirigeante que j'accompagne, qui, elle, est très ouverte, très à l'écoute. Donc, résultat, vous avez une culture du dialogue. Parfois, ça manque un peu de décision, ou en tout cas, il y a des délais, mais c'est comme ça. Alors, vous voyez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, mais finalement, on pourrait dire qu'il y a des cultures alignées ou non euh, avec les enjeux. Mais la culture, finalement, c'est quelque chose qui peut, et j'allais dire qui doit évoluer. Je pense à une entreprise familiale avec, par exemple, une très forte culture historique, de la loyauté, de la stabilité, du respect. Et puis, il y a un nouveau marché qui arrive et qui le bouleverse. Et là, on a besoin de rapidité, on a besoin d'innovation et on a besoin potentiellement de prise de risque. Et là, choc culturel. Et le dirigeant dit quoi? Il dit, je sens que ça bloque, mais je ne sais pas où. En fait, ce qui bloque, ce ne sont pas les gens, c'est la culture qui n'est plus adaptée. Mmh. Vous voyez? C'est là que le rôle du dirigeant devient clé. Bien sûr, un dirigeant, je ne vous apprends rien, ne change pas une culture en décrétant des choses, hein. C'est Il doit clair. expliquer, incarner surtout et répéter. Alors, j'ai une question pour vous, auditeurs et spectateurs de notre webinaire. Si quelqu'un observait votre entreprise pendant une semaine, quelle culture décrirait-il? On n'a pas de sondage, on vous Pas laisse vous forcément ce qui poser est la écrit. question chez vous, ouais, dans votre tête. C'est une question ouverte, mais posez-la vous, c'est très intéressant. Et pendant que vous la posez, je communique juste le chiffre du résultat du précédent sondage. Alors, on n'a qu'une seule personne qui n'a pas le droit de se tromper, donc désolé pour elle. Mais en tout cas, voilà, ça montre qu'on est quand même dans les personnes qui assistent à ce webinaire, des gens quand même un peu sensibles à, voilà, à ce droit à l'erreur. Je te laisse reprendre, Philippe. Merci, Xavier. Alors, effectivement, qu'est-ce que la personne décrirait, selon moi, hein, si elle observait votre entreprise? Pas forcément ce qui est écrit, pas forcément ce qui Mmh. est affiché, hein, mais ce qui est vécu. Je m'explique. Comment les gens se parlent, non pas exactement ce qu'ils se disent, comment ils se le disent, comment les décisions se prennent et comment les tensions sont gérées, hein, parce qu'au fond, la culture, finalement, c'est ce qui reste quand on enlève les discours. Et peut-être que la question la plus importante serait celle-ci: est-ce que votre culture vous aide ou vous limite? Qu'en penses-tu, Laurent? Alors moi, je trouve ça très fort et Ah, Philippe, tu as ton micro. Je trouve ça très fort parce que je pense que c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément dans ces termes. En fait, on cherche peut-être au premier niveau et on le vit hein, régulièrement en entreprise, en groupe de travail, parfois même en formation. On cherche souvent ou un coupable ou à identifier un frein dans l'histoire, dans le déroulé. Enfin, on se fait des nœuds au cerveau, en fait. Et en réalité, bah, justement parce que la culture, c'est ce qui est pas écrit, c'est ce qu'on vit, elle n'est pas si palpable que ça. On l'apprend pas comme, on l'identifie pas ou on l'identifie mal. Je pense que tu en parleras tout à l'heure, Philippe, sur la question de l'identification et donc effectivement, le fait de se poser la question: «Est-ce que c'est un frein ou au contraire une aide? Est-ce que ça nous soutient dans nos démarches, dans nos engagements, dans notre dynamique, dans notre énergie, dans notre succès?» Ou au contraire, est-ce que c'est un frein? Ça pourrait suffire parfois à ce qu'on s'arrête quelques instants pour faire un point, même si c'est 5 minutes au coin d'une machine à café ou en pause dans une salle de réunion. Je trouve ça très intéressant. Merci. Merci à toi, oui, Laurent. Alors, justement, pour répondre à à ce que tu viens de dire et à ces interrogations, je vous propose des exemples concrets en entreprise où la culture d'entreprise joue un grand rôle. Et puis finalement, comment aider les collaborateurs à identifier hein, ce qui relève de votre culture pour en prendre conscience et améliorer le fonctionnement relationnel et puis au bout du bout, réussir les objectifs d'entreprise, bien sûr, hein. Donc, pour faire vivre cette culture, je vous propose, et la comprendre, je vous propose trois choses. Premièrement, des exemples concrets, donc on va les aborder tout de suite, qui sont très parlants en entreprise. Deuxièmement,
Je vous donnerai une grille simple pour aider les salariés à repérer ce qui est leur culture. Et troisièmement, des leviers concrets pour améliorer le fonctionnement relationnel. Alors effectivement, dans les exemples, l'idée, pardon, c'est de vous partager, de vous montrer que ce ne sont pas forcément les personnes, mais c'est le système culturel qui joue. Alors, je vous donne un premier exemple. J'en ai 5, je crois. Le premier exemple, c'est la culture du non-dit. Alors, la situation, je décris une situation, entreprise de service, équipe compétente, mais tension permanente. En réunion, personne ne s'oppose, tout semble en apparence fluide, mais en coulisses, il y a des critiques, il y a des désaccords et, in fine, il y a des frustrations. Alors, qu'est-ce que je vous donne comme lecture culturelle, entre guillemets? Eh bien, la règle implicite, ouvrez les guillemets, ici, on ne dit pas les choses directement. Fermez les guillemets. Implicite. L'impact de ça, c'est quoi? De la perte de confiance, des décisions potentiellement inefficaces et surtout des conflits passifs. Et là, je vous propose et je vous demande de faire le lien avec l'analyse transactionnelle qu'on a vu dans notre boîte à outils plus haut. Parent dominant, il ne faut pas déranger, il ne faut pas contrarier. Et enfant adapté, voire enfant soumis, évitement. D'accord? Ici, on ne se dit pas les choses directement. Donc, on va éviter, on va se soumettre, on va trouver des biais pour arriver. Vous voyez, le lien est très fort entre l'analyse transactionnelle et ce qui se passe au niveau de la façon dont on se parle. Deuxième exemple, je l'ai appelé la culture du héros. Entreprise commerciale très performante, on valorise les gens qui sont des gros performeurs, on valorise les résultats individuels. La règle implicite qui est cachée derrière, c'est il faut être fort, il faut être autonome, il ne faut pas montrer ses difficultés. Impact, faible coopération, isolement, difficulté potentielle à demander de l'aide. Et là, je vous propose de refaire le lien avec l'outil des états du moi qu'on a vu tout à l'heure. Et ben, vous avez de nouveau un parent qui, lui, a une exigence très élevée et l'enfant qui va recevoir ça, état enfant, suradaptation et compétition. Vous avez des gens dont ce n'est pas forcément la nature d'être individuels et performeurs, compétiteurs, etc., qui vont se suradapter, comme s'ils se tordaient pour se conformer au modèle. Je vous laisse imaginer les conséquences. Exemple 3, entreprise publique ou associative avec une forte culture du consensus. Des décisions longues, tout le monde doit être d'accord et des discussions interminables. Règle implicite, ouvrez les guillemets, il faut préserver l'harmonie à tout prix. Quel est l'impact? Des lenteurs, des frustrations, des décisions molles. Et je vous propose de nouveau de faire le lien avec les états du moi qu'on a vu. Et bien là, vous avez un parent nourricier qui est dominant, et puis vous avez un adulte, s'il arrive à monter dans son adulte, qui va être affaibli, parce que les décisions sont difficiles, etc. Donc vous voyez que ça a à chaque fois des impacts forts sur les réalisations de la société ou de l'organisme. Quatrième exemple, la culture du contrôle. Entreprise industrielle, procédure ou processus très strict, validation à chaque fois à tous les niveaux. La règle implicite, c'est il ne faut pas faire d'erreur. Donc là, l'impact, c'est vous avez peu d'initiatives, il peut y avoir de la peur et, in fine, une motivation qui faiblit et potentiellement même une innovation qui peut faiblir. Pourquoi? Parce que vous avez un parent normatif qui est très fort et là, vous avez un enfant qui va être inhibé, si on fait le lien avec l'AT. Et mon dernier exemple, c'est une culture un peu start-up, une société plus moderne, mais un peu mal régulée. Et là, forte croissance, vous avez de la liberté, de l'autonomie, moins de règles ou peu de règles. Et la règle implicite, chacun fait comme il veut, entre guillemets, pour arriver à notre objectif. Impact de la confusion potentielle, des conflits et une perte d'efficacité relative. Donc là, vous avez quoi? Vous avez un parent qui est insuffisant, le normatif, il devrait un petit peu plus être là, il n'y est pas, et vous avez un enfant libre, qui est l'enfant créatif aussi, en AT, qui est très, très présent. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a fait le lien avec tout ça, on se dit, mince, mais avec tout ça, comment faire pour éventuellement aider les collaborateurs à identifier leur culture? Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est-à-dire
identifier dans quoi on baigne, hein, notre eau dans l'aquarium, et rendre visible l'invisible. Pour ça, je vous propose un outil simple avec 4 questions clés. Que vous pouvez vous poser à vous, que vous pouvez poser en atelier éventuellement, en tout cas dans votre entreprise. La première, c'est qu'est-ce qui ici est valorisé? Je vous donne 4 pistes, elles ne sont pas exclusives. Est-ce qu'on valorise la performance? Est-ce qu'on valorise la prudence, la loyauté, plutôt l'innovation? Il y a d'autres pistes, hein. L'important, c'est de se poser la question et d'arriver à trouver. Deuxième question clé, qu'est-ce qui chez nous est sanctionné, même implicitement? On met des parenthèses. Qu'est-ce qui est sanctionné? Alors, dire non, prendre des risques, ne pas être d'accord, échouer. Troisième question, comment chez nous se prennent les décisions? Rapidement, collectivement, par le chef ou en coulisses? Et quatrième question que je vous partage et que je vous invite à vous poser en entreprise, que se passe-t-il quand chez nous il y a un problème? On en parle, on évite, on accuse, on apprend. Pour moi, ces 4 questions suffisent à révéler 80% d'une culture. C'est énorme. Tu dois remettre ton micro, Philippe. Pardon, voilà. On continue du coup sur les questions de réflexion à se poser justement. Volontiers. Oui, alors vous les avez mis à l'écran, hein, tu les as mis à l'écran, Xavier, merci, ouais, effectivement. Alors, moi, ce que je vous propose sur ce plan-là, c'est de vous demander finalement, dans votre entreprise, pour être bien vu, 3 petits points, il vaut mieux, et je vous laisse compléter la phrase, je vous donne des exemples, il vaut mieux ne pas faire de vagues, il vaut mieux être toujours disponible, il vaut mieux dire oui au manager, il vaut mieux être performant. Vous voyez, ça, ce sont des règles culturelles. Et je vous propose également, comme outil, d'observer les signaux faibles. Je vous invite à observer en réunion qui parle, mais également qui ne parle pas. Comment on réagit à une erreur. Comment un nouveau en entreprise s'adapte. Et là, vous voyez que finalement, la culture entreprise se voit dans les micro-comportements. Troisième point que je vous énonçais tout à l'heure, je vous propose quelques leviers concrets pour améliorer le fonctionnement relationnel. Entre guillemets, on ne change pas les personnes, on agit sur le cadre, hein. Alors, première étape, je vous invite à nommer la culture. Je vous parlais tout à l'heure de prendre conscience des choses, hein. Eh ben, on est juste là-dedans, hein, sans prendre des mots de psychologie de comptoir. Nommons, sachez nommer ce qui relève de la culture chez vous. Alors, je vous donne 2 exemples. Chez nous, on évite les conflits. Ou alors, chez nous, il faut être parfait. Et vous voyez que nommer, c'est déjà commencer à transformer, hein. Donc, première étape, sachez nommer votre culture. Deuxième étape, sortir du jugement. Remplacer les gens n'osent pas par le système n'encourage pas à oser. En tout cas, sortir des jugements. Troisième étape, rééquilibrer cette relation parent-adulte-enfant. Quelques petits leviers à vous partager. Si vous voyez qu'il y a trop de parents, eh ben, entre guillemets, rigidité, eh ben, introduisez du droit à l'erreur, introduisez des feedbacks ouverts, introduisez de l'expérimentation, etc. Si vous constatez en retour qu'il y a trop d'enfants, au sens l'état du moi, hein, vous comprenez, autrement dit peut-être un peu de désordre, eh bien, introduisez des règles claires, ou plus claires, des rôles un peu plus définis et un peu plus de cadre. Vous voyez, vous allez mettre un peu de parents normatifs, du coup. Si vous constatez qu'il y a un peu d'adultes faibles, eh bien, travaillez à des décisions beaucoup plus claires, hein, beaucoup plus explicites. Intéressez-vous aux faits plutôt qu'aux opinions que vous pouvez entendre, et puis responsabilisez les gens. Quatrième étape,
travailler ces fameuses règles implicites, hein. Voilà. Donc, transformer je vous donne un exemple, hein, sans faire d'injonction, transformer le on ne dit rien en eh bien, ici, on peut se dire les choses, mais avec respect. Vous voyez que la règle implicite, du coup, on la conscientise, hein, vous dites, ah oui, c'est comme ça qu'on fonctionne, ici, on ne dit rien, mais pourquoi? Par peur du conflit, hein. Donc, vous entendez souvent dire les choses, non, mais si moi, je prends la parole là-dessus, ça va mal se passer, etc. Non, changez ce mindset, hein, et travailler ces règles implicites non dites. Donc, de on ne dit rien, eh ben, on peut se dire les choses, mais avec respect, hein. Et là, par exemple, vous touchez une notion qui m'est chère et sur laquelle j'interviens, qui est la communication non violente. On travaille ce genre de sujet, hein. Et peut-être dernière étape, Laurent et nos auditeurs, c'est le rôle du manager ou du dirigeant. Eh bien, je vous partage un point que je trouve fondamental. La culture change quand les comportements du leader changent. Exemple, un dirigeant qui accepte la contradiction, eh bien, implicitement, il autorise les autres. Un manager qui va reconnaître à un moment donné une erreur, eh bien, il libère la parole là-dessus. Vous voyez? Donc, en fait, finalement, on pourrait dire que les problèmes relationnels et culturels dans une entreprise ne viennent pas uniquement des personnes, mais elles viennent très souvent de règles invisibles ou non conscientes, hein, que nous avons du système dans lequel nous évoluons. Vous vous rappelez l'aquarium et l'eau. En conclusion, je pourrais vous dire que finalement, on parle souvent de stratégie, d'organisation, de transformation, mais dans les faits, ce qui fait vraiment la différence dans une entreprise, pardon, ce sont nos comportements du quotidien. Comment on se parle, comment on décide, comment on gère les tensions, et j'allais dire comment on décide à l'avance de gérer les tensions qui viendront. Je trouve ça très intéressant. Comment nous réagissons à l'erreur, voyez? Et vous voyez du coup que tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est le produit de la culture. Et la culture, again, ce n'est pas ce qui est écrit dans une charte et ce n'est pas ce qui est affiché sur les murs. C'est ce que les gens vivent quand personne ne regarde. Alors, je vous relaisse avec cette question. Si quelqu'un observait votre entreprise pendant une semaine, quelle culture décrirait-il? Et surtout, est-ce que cette culture vous aide à réussir ou est-ce qu'elle vous freine sans que vous en ayez pleinement conscience? Parce qu'au fond, on ne transforme pas pour moi durablement une organisation sans transformer sa La culture. culture. Je vous remercie. Merci Philippe. Xavier, je crois qu'on a déjà les premières questions. C'est ça, oui, donc on était bon. Laurent, tu voulais compléter la conclusion ou on passe directement En fait, moi, aux questions? je retiens, alors on est totalement en phase et pour ma part, je retiens que la culture, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui se passe et qui n'est pas écrit. Et dans l'entreprise, que je vois d'ailleurs un peu comme un grand corps, qui lui-même pense, qui lui-même ressent, qui lui-même, agit, se transforme, évolue, et expérimente, ça prend tout son sens. Et j'aime bien tes questions clés parce qu'en fait, c'est des super questions, donc je les emmène avec moi et en même temps, j'invite, chacune et chacun, qui a participé à ce webinaire aujourd'hui à en faire de même, mais peut-être à écrire, c'est-à-dire à se poser les questions, mais à y répondre. Et tu as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, nommer, c'est déjà transformer. Je crois que si on le fait déjà pour soi, parce qu'on est quand même vecteur et agent de transformation dans son entreprise. Après, j'invite à faire cet exercice pour soi dans son entreprise, mais j'invite ou dans son organisation, mais j'invite aussi à le faire en observateur dans les entreprises qu'on visite, chez les partenaires, chez les clients. C'est vraiment un très bel exercice et je te remercie Philippe sur le fond comme sur la forme. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien et c'était un challenge aussi d'amener et ces informations et ces déclics et ces outils en très peu de temps, 45 minutes, et je me réjouis des questions. J'en ai déjà vu 2 au passage, quoi. Alors, bah, on va passer aux Oui, questions-réponses et merci effectivement Philippe beaucoup pour cette intervention et tes compléments d'information Laurent. J'en ai vu qu'une, mais tu me remonteras peut-être celle que j'ai ratée Laurent. Moi j'ai vu une question donc de Nathalie Lecoq qui nous demande: «Est-ce que l'on peut avoir plusieurs cultures croisées dans une même entreprise?»
Alors, est-ce que Philippe souhaite répondre? Peut-être Laurent souhaite intervenir? Moi, je vais laisser Philippe d'abord, notre invité. C'est gentil, oui, merci. Alors, merci à... C'est Nathalie, la spectatrice, hein, c'est ça? Nathalie Lecoq, oui. Merci. Oui, alors Nathalie, merci à vous. J'ai essayé de réfléchir rapidement là, lors de l'énoncé de la question. Ma réponse est oui. Il peut y avoir plusieurs cultures croisées, comme vous dites, ou des cultures croisées. Je vous cite deux exemples qui me viennent en tête. Le premier me semble évident. Ce sont des cultures issues du rachat, de la fusion, en tout cas du regroupement d'entreprises. Euh, D'une part, j'ai trois exemples en fait. Celui-ci, donc regroupement, fusion, etc., où de façon inévitable, il va y avoir une temporalité dans laquelle les cultures vont se croiser, se frictionner, se challenger, voire plus, et ou s'adapter. Donc, deux entreprises qui se regroupent. Autre chose, une entreprise existante, mais filialisée à l'étranger. Et là, à un moment donné, vous avez le top management qui se réunit ou qui travaille ensemble, ou des différents services qui, à travers l'Europe ou le monde, vont se réunir et travailler sur des projets communs. Et là, même chose, choc culturel, ou en tout cas, peut-être que le mot est fort, mais friction, et en tout cas, les cultures se confrontent, hein, dans le sens neutre du terme. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième qui m'apparaît, pour l'avoir connue, c'est quelque chose de beaucoup moins apparent, mais c'est que les différences de culture, donc ces cultures croisées, hein, que vous évoquez avec vos mots, peuvent exister dans une seule et même société. Pourquoi? Parce que le management a évolué. Et vous avez ce qu'on appelle le leader primal, hein, donc celui qui a créé l'entreprise ou à tout le moins qui a laissé une empreinte extrêmement forte. Et quelquefois, il n'est plus de ce monde, voilà, il n'est plus là. Mais par contre, sa culture est extrêmement forte. Sauf que sous la pression de l'évolution des marchés, de l'évolution de l'entreprise et des nouvelles personnes qui sont arrivées, vous avez une autre culture qui se substitue, en tout cas qui chevauche la première. La première, elle est consubstantielle de l'existence même de la société et donc elle ne peut pas disparaître sous peine que l'entreprise disparaisse. Donc elle est là et elle est gardée. Il y a des gardiens, il y a des garde-fous. Par contre, l'évolution naturelle au marché fait qu'une autre culture s'impose, portée par des nouvelles personnes. Je vais m'arrêter là. Et vous avez compris le challenge qui se pose à ce moment-là à la boîte. Donc, oui, ma réponse est oui, plus souvent qu'on ne le pense. Et j'aurais peut-être quelque chose à vous confier qui m'est venu sur un autre plan tout à l'heure, hein, Laurent, mais je rends la parole, je coupe mon micro. Merci Nathalie. Alors, les questions, vous pouvez les poser hein, donc, sur l'onglet en bas à gauche. Hein, ne soyez pas timide. Laurent, tu avais identifié une autre Alors, il question. y a, Peut-être il y que a des toi, tu avais questions une qui sont en question. train de s'écrire. J'en ai vu une, et puis je ne sais pas si Nadia va écrire aussi encore, mais je vois Nathalie qui écrit. Donc voilà, moi j'ai un exemple aussi mais ça aboutit sur une question. La question portera sur les micro-cultures dans une entreprise. Donc c'est une entreprise dans laquelle j'ai vécu quelques 8 ans, je crois, et où dans les départements, parce que c'était quand même assez siloté pour être une grande entreprise, on avait une culture très particulière dans les départements de l'informatique et de l'organisation. Et en fait, ont été mis en place des projets assez fédérateurs, très structurants pour le développement de l'activité. Et en fait, ces équipes projets qui se sont formées un peu ad hoc avec des gens qui venaient de différents autres services ont tellement bien fonctionné que ça a créé une espèce de micro-culture dans un bassin avec une culture forte et un peu statique, tu vois. Et évidemment, au début, c'était un peu clash, mais ça s'est fait plus par rebond, euh, sur des effets de personnes. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que non, il y avait une microculture qui était en train d'émerger. Donc, ma question, Philippe, c'est de dire, est-ce que tu as des expériences comme ça, directes, indirectes, des accompagnements que tu as pu faire sur des microcultures qui se sont développées et qui ont permis soit de booster une culture qui était devenue un peu molle, comme tu as utilisé le terme tout à l'heure, ou qui sont statiques et qui agissent comme frein. Et inversement, quand c'est trop dynamique et qu'on peut créer une microculture qui crée, ou les espaces, hein, je ne sais pas comment il faut
voilà, est-ce que tu as vécu ça et est-ce que là, on a parfois aussi des leviers pour des petites transformations qui peut ouais. Oui, alors je te remercie. Alors mon regard là-dessus et ma réponse, si tu veux, mais de façon très, très humble, hein. Oui, bien sûr, j'ai connu des entreprises, et j'en connais encore là, hein, dans mon quotidien, où on constate des microcultures comme tu le dis. Alors moi, mon regard par rapport à ça, je l'espère innovant. Et je vais vous confier ce que j'aimerais dans un monde idéal. Mais je pense que c'est tout à fait réalisable. Simplement que là aussi, la prise de conscience n'est pas encore pour tout le monde. Peut-être que c'est Conscience. déjà là quelque part, je le souhaite, Mmh. mais généralement, on n'est pas encore là. Et mon apprentissage et ce que j'aimerais vous partager là, c'est la chose suivante. Nous commençons à comprendre, depuis maintenant quelques années, et heureusement ça s'étend, nous commençons à comprendre qu'il y a des individus différents dans une société. Et on commence à accepter qu'il y a des personnalités différentes, mais qu'elles sont au service d'un objectif et que l'art du management consiste à faire travailler tous ces gens ensemble et on accepte qu'il y ait des tempéraments différents, des comportements différents, etc., pour peu que tout ce petit monde s'accorde. Par contre, on constate au niveau de la culture d'entreprise qu'il y a encore une seule et même culture d'entreprise. Donc, quand vous rentrez dans des grandes boîtes américaines, j'en connais, ou pas forcément américaines, des grandes boîtes internationales, et ben, je vois, là j'en connais, où il y a la charte qui est dans le couloir avec ce qu'il faut faire, gna gna gna, et puis tout ça a été fait lors d'un séminaire, et on a décidé que la culture, ce serait ceci, ce serait cela. Et ben, je vous livre mon apprentissage et mon sentiment très profond. Ce n'est pas un jugement contre les personnes, hein, ni contre les sociétés, mais ils sont dans l'erreur. Pourquoi est-ce qu'on considérerait qu'aujourd'hui, des individus différents, avec des tempéraments, des personnalités, de la créativité, de la rigueur pour un autre, etc., participent de la réussite de la société et qu'à ces mêmes personnes différentes, il faudrait leur mettre une même culture? C'est Vous ça. voyez? Donc là, de nouveau, je vais vous parler de prise de conscience. Et mon apprentissage et ma recommandation là-dessus, ce serait prenez conscience des différentes microcultures, comme tu les appelles, Laurent, et, ben, faites-les vivre. Et pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas tout de suite à ce stade-là? C'est-à-dire le manager intelligent, dans le sens où il comprend les choses, hein, être en intelligence avec, eh bien, il se dit, OK, comme il y a des personnes différentes, eh ben, moi, dans ma boîte, il y a probablement aussi des sous-cultures dans l'acception du terme sous-ensemble, hein, des sous-ensembles, des microcultures, comme tu le disais, qui existent. Eh ben, ayons l'intelligence, ayons la richesse de, un, les identifier, de deux, leur dire, OK, vous existez, on vous reconnaît comme tel, vous la R&D, vous le contrôle de gestion, vous la prod en bas dans l'usine, vous voyez? Et justement, pour que les gens arrêtent de se parler de cette façon-là, j'ai un client où dans l'usine en bas, les gens disent ceux d'en haut en parlant Oui, des c'est ça, bureaux. oui, Et oui, dans c'est les ça. bureaux, X fois. et elle n'est pas loin de là où je vous parle, cette usine. et, j'interviens, j'ai des missions de coaching chez eux. Et dans cette usine, ceux des bureaux, donc toutes les fonctions support que vous pouvez imaginer, et même les ingénieurs, la R&D, etc., parlent de ceux d'en bas. Donc vous voyez, la richesse, je rends peut-être la parole, hein, je ne vais pas faire trop long, la richesse c'est ça, c'est de dire, OK, il y a des gens différents, on l'a compris, on l'accepte. Ça fait maintenant quelques longues années qu'on travaille là-dessus et que les gens ouverts et en intelligence avec l'acceptent et font travailler tous ces gens-là ensemble. Et bien, de la même façon, l'eau dans laquelle ils baignent, acceptons qu'il y ait plusieurs aquariums. Acceptons qu'on ait un grand aquarium qui est la société et qu'à l'intérieur de ça, eh ben, comme les mers, hein, je reprends ma métaphore, eh ben, il y a une mer un peu plus chaude, une mer un peu plus froide, une mer où il y a des poissons carnivores très dynamiques, d'autres qui sont là pour garder le récif et faire en sorte que tout marche bien. Je reprends ma métaphore. Voilà, voilà mon partage et mon regard. Je crois qu'on Je peut coupe mon enchaîner micro. direct avec d'autres questions, Philippe. Oui, parce qu'on On va te a courir là. parce que les langues se sont déliées. Alors, c'est passionnant, mais effectivement, on va essayer de respecter le timing. Il reste 4 questions en 4 minutes. Non. Gudrun nous demande, n'y a-t-il pas un mélange de culture aussi en cas de management toxique, c'est-à-dire incohérent? Oh. Alors, je ne sais pas si c'est facile de répondre rapidement à cette question. Oui, alors merci Gudrun. Oui, je pense que ça peut faire partie, bien sûr, d'une culture aussi. Et, sauf que, une fois de plus, ça n'a pas été conscientisé. C'est-à-dire qu'on connaît tous le ou la manager toxique, mais on se plie à cette culture qui est on va laisser dire. Il y a des entreprises dans lesquelles on les laisse même jusqu'à partir à la retraite en pensant gérer le problème ensuite.
hein, et résoudre. Donc oui, il y a de la toxicité, bien sûr, mais comme toujours, c'est la prise de conscience et le fait d'arriver à se dire oui, nous fonctionnons comme ça, ou il y a telle et telle chose qui fonctionne. Ça nécessite du courage, beaucoup d'assertivité, beaucoup de courage. Merci Très Philippe. bien. Frédéric nous demande, peut-on changer une culture d'entreprise suite à une prise de poste, état parent vers état adulte, au risque de créer de l'instabilité ou le nouveau manager doit-il s'adapter à celle existante? Adéquation personnalité du dirigeant, culture entreprise. Merci. Voilà. C'est Frédéric, c'est ça la personne Oui, qui c'est a ça. posé la question? Oui, alors merci à vous, Frédéric. Oui, la question est légitime, quoi. Je vais vous faire une réponse de Normand. Chacun doit faire des choix, chacun doit faire des arbitrages. Si vous voulez aller vers effectivement plus d'évolution en pensant que c'est justifié pour la société et que votre poste et votre rapport et ce que vous allez apporter passe par une transformation remise en cause, sachez prendre les rênes et avec les bons mots, peut-être travailler en sous-marin sur cette culture, vous voyez, peut-être sans aller frontalement, arriver à faire émerger et dire, OK, il se passe des choses chez nous. Ce que je vous disais avant, essayons de nommer les choses, essayons de prendre conscience et petit à petit, vous voyez, amener à ce regard. C'est sûr que si vous allez frontalement bouleverser une culture d'entreprise, là, je vous fiche mon billet que vous allez aborder ce qu'on appelle l'homéostasie, hein, c'est-à-dire la capacité d'un système à continuer à fonctionner tout seul. Hein, notre corps fonctionne à 37 degrés, quoi qu'on fasse, fonctionner à 37 degrés à l'intérieur. Et puis voilà, et ben, l'entreprise, c'est la même chose. Donc, si vous êtes l'élément perturbateur qui va venir remettre en cause ça de façon beaucoup trop forte et beaucoup trop abrupte, bien sûr, le système vous remettra à sa place à lui, dont vous ferez partie ou dont vous ne ferez plus partie. Donc, il faut être Alors plus c'est malin et intéressant trouver parce des que biais. oui, ce qui est intéressant avec la question suivante fait transition, puisque le Pierre témoigne en disant: «Dans ma dernière expérience, 2 membres du CODIR présents depuis 25 ans estimaient détenir la culture du site et refusaient d'évoluer au détriment des collaborateurs». Donc il cite 18 de rotation, de l'encadrement. Est-il possible de les faire évoluer? Dans son cas, ça a été un échec, c'est lui qui a dû partir. Ok, chaud. Donc je sais pas si Effectivement, hein, je crois que la réponse fait partie, enfin, a été donnée par cette personne et ça rejoint exactement ce que nous disions. Hein. Donc, au risque de nous répéter, ouais, mais c'est il intéressant en tout cas faut de faire ça. voir, un regard un peu opposé. Oui, Donc, merci à vraiment en lui. tout cas, désolé Pierre, mais merci pour ce témoignage qui enrichit Mais, l'intervention. oui, mais en tout cas, je peux me permettre, merci à lui parce que ça, et les auditeurs le comprendront, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur le leader primal, vous vous rappelez, et la culture de l'entreprise qui doit exister sous peine de péricliter. Et ces gens-là pensaient être les gardiens du temple, vous voyez, avec tout ce qui va avec. Donc oui, il y a des tensions extrêmement fortes. D'où l'intérêt de travailler dessus. Hein, et c'est la difficulté, je termine là-dessus, je coupe mon micro, la difficulté de toute cette histoire, moi je le vis en tant que coach dans les entreprises, hein, mais bon, ceux qui font appel à moi et comme à Proévolution sont relativement ouverts et connaissent ces difficultés. Mais la difficulté majeure, c'est que tout ceci est invisible. C'est ça. Tout ceci n'est décrit nulle part dans un processus universitaire ou de grandes écoles ou d'écoles d'ingénieurs. Nulle part on vous en parle. Vous voyez, sauf ici. Je coupe mon micro. On va aller très, très vite sur les 2 dernières questions. Alors, ça Très rejoint bien. peut-être un peu, hein, celle de Nadia qui demande: «Avez-vous déjà rencontré le cas de 2 agences d'un même groupe qui ont chacun leur culture et que l'issue de la fusion de ces 2 agences met en difficulté l'organisation?» On reprend un peu ce qu'on a dit ou est-ce que tu souhaites compléter, Je complète en un mot, je ne vous le cite pas, mais c'est un client à moi, il y a 3 ans, une très grosse entreprise du Grand Est. Ça a duré 18 mois, les 18 mois de rapprochement suite à une décision de fusion. Et en fait, pour des questions de personnes et de culture, la fusion a échoué avec un investissement énorme à la base des 2 structures et finalement, et donc des remises en cause dans les postes, dans les structures internes pour préparer à la fusion-acquisition. Et en fait, il y a eu échec, ça ne s'est pas fait. Grosse difficulté derrière et encore aujourd'hui. Ok. Voilà, je coupe le micro.
Merci. Une toute dernière question. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ça montre que c'est passionnant. Mais Mustapha va conclure avec la question, est-ce que le respect des personnes peut faire réussir une culture et le Ah, non-respect joli, la faire échouer? Ce sera une belle conclusion. très joli. Oui. Merci Mustapha. Si j'étais en séance de travail avec vous, je vous renverrai bien sûr la question en vous demandant, et vous, qu'en pensez-vous? Coach. Mais je ne vais pas vous faire ce coup-là. Bien entendu, bien entendu. Et là, Mustapha aborde un point très important que nous avons abordé longuement tout à l'heure, qui est le comment on se parle et non pas qu'est-ce qu'on se dit. Vous voyez? Les difficultés surgissent rarement de l'aspect, entre guillemets, technique de ce qui est discuté dans la société. Les difficultés proviennent très souvent, à mon sens, je le vois beaucoup, de comment on se le dit. Et donc, ça fait bien sûr appel à ce genre de notions. Et je vous donne un avant de refermer mon micro, un petit truc et astuce. J'interviens des fois dans les sociétés dans la partie onboarding. Et dans la partie onboarding, les sociétés ont tendance, quand elles font des parcours d'intégration, d'onboarding, elles ont tendance à privilégier tout ce qui est processus, métier, etc. Et en fait, les choses comme celles dont nous venons de parler ensemble ne sont jamais abordées. Et j'ai créé, moi, un module que je fais. Et donc, durant une demi-journée, je travaille avec les gens là-dessus. Et là, c'est révolutionnaire parce qu'ils se disent des choses en 3-4 heures qui ne se sont jamais dites ou qui vont être échangées, vous voyez, autour de la machine à café ou du photocopieur dans les couloirs et non pas de façon homogène ensemble. Vous voyez. Donc, il y a des choses à faire là-dessus. Et merci à Mustapha pour la question. Xavier, je coupe mon micro. Et je vais bientôt couper le mien puisqu'il est l'heure de, de conclure. On a passé un peu plus d'1 heure ensemble et ça montre que c'est passionnant. Les questions sont venues très vite et je vous remercie vous aussi d'ailleurs, les participants, d'avoir justement proposé tous ces sujets et témoignages parce qu'on a vu, on a que remonté les questions, mais j'ai vu dans le chat aussi des infos très intéressantes avec des retours d'expérience et de partage. Donc merci à tous d'avoir joué le jeu. Vous vous êtes posé ces questions que Philippe vous a posées. On vous invite bien sûr à les garder, à vous les reposer avec vos équipes. Le replay sera bien sûr disponible là dès que le webinaire sera terminé pour ceux qui n'ont pas assisté. Je dis bonjour YouTube qui le verront. J'espère que vous avez aussi beaucoup de choses que vous pourrez en tirer. Un grand merci Philippe, c'était passionnant. Merci également Laurent pour tous ces compléments. J'ai pas encore la date du prochain webinaire. Le mois de mai étant un mois un peu compliqué, on est encore en train de voir quelle est la bonne date, mais restez connectés donc à Proévolution. On revient avant l'été pour plein de nouveaux sujets. Je vous dis à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci, bonne soirée.